Au cœur du Pérou, la cordillère des Andes. Le royaume des Apus, les dieux incas. Des montagnes interdites. Les Apus avaient promis la mort à tout homme qui s'en approcherait. 5 siècles après, l'interdiction est toujours là. Mais quelques audacieux n'hésitent pas à braver le décret des dieux. Parmi eux, Juan Carlos. Ce transporteur fait la route de la cordillère 2 fois par semaine, non sans une certaine fierté. Pour conduire sur cette route, il faut avoir des nerfs d'acier. Il faut en avoir dans le pantalon, être un vrai mec. Parce qu'à la moindre erreur, t'es mort. Surtout quand le camion s'enfonce dans ces tunnels à voie unique. Dans ces montagnes sacrées, le seul moyen de conduire, c'est au klaxon. Tunnel ou pas, du matin au soir, Juan Carlos roule à tombeau ouvert. Chaque sortie de tunnel est une loterie. En face peut surgir un autre véhicule ou encore il peut tomber sur un éboulement. Les abords de tunnel sont rarement consolidés. Si tu as peur, tu ne peux pas conduire sur cette route. L'autre jour, un éboulement a failli me faire tomber dans le ravin. Quand Juan Carlos lève le pied, ce n'est pas par peur de la mort, mais plutôt à cause du prix des pièces de rechange. On pourrait rouler plus vite, mais on risque de casser un essieu. Pour éviter l'accident, il faut slalomer entre les pierres. La géographie escarpée du Pérou cause de terribles souffrances aux chauffeurs. Pour traverser la cordillère des Andes, il y a peu de routes asphaltées, plutôt des pistes qui serpentent en lacets vertigineux vers des cols à 5000 mètres. Il y a beaucoup de cadavres au fond de ce ravin. Dans les passages étroits, il n'est pas rare qu'un camion glisse dans le vide. Là, on est foutu. Le bus a commencé à reculer, mais son poids l'a entraîné. Il est tombé dans le ravin, il y a eu 40 morts. Pour chasser le mauvais œil, les Péruviens font appel à des chamans. On est là pour chasser les mauvais esprits du corps. Au pied de la cordillère, l'Amazone, le plus grand fleuve du monde, parfois large de 40 km. Un monstre d'eau indomptable et traître, où naviguent des centaines de navires. Les passagers peuvent y rester ensablés des semaines entières. Trujillo, sur la côte pacifique du Pérou. Rien n'a changé depuis les Incas. Même si les surfeurs ont fait leur apparition, les pêcheurs partent toujours à bord de leurs rafios, construits en tiges de jonc, comme leurs ancêtres. C'est ici que Juan Carlos a créé son entreprise il y a tout juste 6 mois. L'idée a germé grâce à son père qui l'a mené dans son camion. Aujourd'hui, ce père regrette de lui avoir transmis le virus. J'ai vu beaucoup d'accidents, souvent très graves. Des chutes, des carcasses de voitures, des incendies, des collisions. Beaucoup de mes amis sont morts dans des accidents de la route. Juan Carlos n'est pas seulement chauffeur. Il achète et revend des marchandises pour son propre compte. Ce jour-là, il prend un énorme risque. Transporter cette cargaison de 260 000 œufs sur une route de montagne. C'est un produit fragile, mais les œufs sont bien emballés.
Ils sont solidement attachés, ça va tenir. Si le camion a un accident, ça risque de faire une bonne omelette. C'est déjà arrivé à des collègues dont le camion s'est renversé. Le chargement n'est pas assuré. Juan Carlos a investi toutes ses économies dans l'aventure. S'il y a de la casse, c'est sûr, son entreprise coulera. Le pari est loin d'être gagné. Pour rejoindre son lieu de livraison, la ville de Yungay, il va affronter 300 km de piste. Pas question de ralentir, même de nuit, sinon il perd le marché. En général, j'arrive au marché le matin vers 7 ou 8 heures. Si je suis en retard, il est probable que mes concurrents, arrivés avant, vendent leurs propres marchandises à mes clients. Juan Carlos a mis toutes les chances de son côté. Il part avec près de 5 heures d'avance. Mais 2 heures de route plus tard, à l'entrée d'un tunnel, il doit s'arrêter. 2 voitures viennent de se télescoper. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est toi le responsable. Tu pouvais pas passer par là? Cette fois, l'accident n'est pas grave, mais il a créé un énorme bouchon. Le tunnel n'a qu'une voie, et le temps qu'il soit dégagé, Juan Carlos aura perdu 2 précieuses heures. Les rattraper sera difficile. Même si c'est un macho, comme il dit, il a peur d'accélérer. Il y a quelques semaines, il a tellement poussé la machine que celle-ci a fini par lâcher. Il a failli y laisser la peau. Dans une descente très raide, mes freins ont lâché. J'ai essayé de freiner, mais le camion a pris de la vitesse. En plus, il y avait le poids de la cargaison, tu t'imagines? Si j'avais été un trouillard avec rien dans le pantalon, eh bien, j'aurais sauté du camion et je serais mort écrabouillé. Mais moi, j'ai gardé mon calme. J'ai repéré un gros rocher, j'ai braqué le camion dessus et il s'est arrêté. Pour Juan Carlos, la nuit s'annonce longue, sans répit ni repos. Il doit redoubler d'attention pour ne pas perdre sa légère avance. Mais il joue vraiment de malchance. Une fois encore, à quelques kilomètres de là, il est obligé de s'arrêter. Un bus en panne bloque la route. Un autre tente de le remorquer. Il faut faire une boucle au câble. Maintenant, il faut l'attacher. C'est bon, je l'attache. Dans la cordillère, les bus sont le seul moyen d'aller de ville en ville. Souvent mal entretenus, ces vieilles carcasses multiplient les pannes et les passagers n'ont pas d'autre choix que d'attendre. Ils auraient dû vérifier l'état du bus avant de partir. Pendant 10 minutes, il y a eu un drôle de bruit. Et puis le bus s'est arrêté. Maintenant, là, on est foutu. Ça fait plus de 3 heures qu'ils attendent un bus de secours. On n'a plus rien à manger, on n'a pas d'eau et on ne sait même pas à quelle heure on va arriver. Cette route est mal entretenue. Il y a des éboulements, des voitures qui tombent, il y a beaucoup de morts. Ces passagers ne sont pas prêts de rentrer chez eux. En attendant la dépanneuse, les chauffeurs parviennent à ranger le bus sur le bas-côté. La route est enfin libre. Maintenant, c'est sûr, Juan Carlos est en retard. Ce nouvel arrêt a fait fondre son avance. Cette fois, pas d'hésitation, il accélère. Mais avec les chaos, les œufs sont bien malmenés.
Plus que 20 minutes de route jusqu'à Yungay. Juan Carlos a peur que son client n'achète les œufs à la concurrence. Il tente de le retenir par téléphone. J'arrive. On pourra se parler là-bas. 7 heures du matin, Juan Carlos arrive avec quelques minutes de retard seulement. Il va tout de suite vérifier l'état du chargement. Ça a tenu? Oui, ça va. Ça va. Et ça vous arrive d'avoir des problèmes? Oui, bien sûr. Là, j'aurais pu perdre la marchandise. 10 heures de route pour 300 km. Juan Carlos aura juste le temps d'aller prendre un petit déjeuner avant de repartir avec une autre cargaison. Yungay, 20 000 habitants. Une des rares villes importantes dans cette vallée enclavée. Comme dans le reste des Andes, les femmes portent de drôles de chapeaux. Une tradition imposée par les conquistadors espagnols. Un modèle par tribu. Pour les Espagnols, c'était le plus sûr moyen de les reconnaître et donc de les contrôler. Bizarrement, les Indiens ont maintenu la tradition. Dans cette région du Pérou, tout transport est soumis à des contraintes différentes. Les ponts, par exemple, supportent rarement plus de 20 tonnes. Ce matin-là, Pedro vérifie que son chargement de ciment ne dépasse pas la charge autorisée. Merci. Pedro doit mener son camion de l'autre côté de la cordillère, 350 km, à travers les plus hautes montagnes du Pérou. Destination, Huaycrachuco, dernière ville des Andes avant l'Amazonie. À 20 km de Yungay, l'asphalte disparaît. Il y a pas mal de routes abandonnées par ici. Elles ne sont pas entretenues. Le gouvernement nous oublie. Nous les pauvres, nous les paysans. À l'horizon, la Cordillère Blanche et le Huascarán, le plus haut sommet du Pérou, culminant à 6700 mètres. On va mettre environ 15 ou 16 heures pour arriver à Huaycrachuco. Mais quelquefois, à cause des nids de poules ou des éboulements, il faut 2 ou 3 jours. La routine pour Pedro, 2 ou 3 jours pour 350 km. Au début, la route semble facile. Pedro roule vite, en toute sécurité. Mais à l'approche des montagnes, la piste se rétrécit. Elle devient vite un chemin de terre très mince, le même chemin qu'empruntaient les coursiers de l'empereur Inca. Vas-y. Quand la route est aussi étroite, il faut que je puisse bien voir dans le rétroviseur. Entre la montagne et le ravin, le camion a juste la place de passer au centimètre près. Maintenant, la piste grimpe vers des cols à plus de 4000 mètres. Ce panneau signale une succession de virages très périlleux. Ils annoncent en fait le virage de la mort. Dans ces virages, il faut bien ralentir. La route est bancale et avec son poids, le camion va s'incliner. Et si on prend trop de vitesse, il peut se retourner. Et se retourner ici, c'est aller au fond du ravin. Tous les ans, sur ce tronçon, il y a des accidents mortels. Il n'y a pas si longtemps, un chauffeur de bus pourtant expérimenté a commis une imprudence. Le drame a eu lieu ici, en haut de cette montée, dans le virage de la mort.
Quand le bus a voulu prendre ce virage, il n'a pas réussi à passer du premier coup. Il s'est arrêté, puis il a commencé à reculer. Mais brusquement, son poids l'a entraîné. Il est tombé dans le ravin. Il y a eu 40 morts. Ce sont leurs familles qui ont mis ces croix et ces petits autels. Quelques kilomètres plus loin, Pedro s'arrête pour vérifier la pression des pneus. Et là, il entend un sifflement suspect. Il faut que je mette une rustine, sinon le camion ne tiendra pas le coup. Pedro est énervé. Tu es assistant, tu dois tout contrôler. Au lieu de ça, tu attends tranquillement dans le camion. C'est difficile à changer? Non, il y en a pour 20 minutes. Nous sommes à 4000 mètres. À cette altitude, l'oxygène se fait rare. Le moindre effort devient vite insupportable, surtout quand on doit manipuler une roue qui pèse plus de 100 kilos. C'est une pierre qui a fait un trou. On va mettre une rustine. Au lieu des 20 minutes prévues, Pedro et son assistant auront passé près de 2 heures pour réparer le pneu. C'est très fatigant. La roue du camion pèse trop lourd. Mais j'aime bien ce travail. Voyager, faire la route, découvrir de nouveaux paysages, ça me plaît. Malgré le retard, Pedro espère toujours arriver à destination avant la nuit. Dans la cordillère des Andes, les routes sont difficiles, mais elles permettent de relier toutes les villes du pays. Sauf une. Cette ville, c'est Iquitos. Perdue dans la forêt amazonienne, un bout d'humanité de 400 000 habitants, isolé du monde. Et on ne peut y aller qu'en avion ou par bateau. Depuis le temps, les gens ont appris à se passer de voiture. Ils ne se déplacent qu'en scooter ou à vélo, venus bien sûr par bateau de Yurimaguas, à 400 km en amont d'Iquitos. Yurimaguas est son port commercial. Il n'en a que le nom. C'est pourtant de cette berge sauvage que sont chargés les bateaux qui approvisionnent Iquitos en nourriture et matériel. L'Eduardo VI est sur le point d'appareiller. Ses cales se remplissent de fruits et de riz, 30 tonnes minimum. Iquitos, c'est une ville tentaculaire qui engloutit tout ce qu'on produit. Là-bas, en 2 heures, toute cette cargaison est partie. Il ne reste plus rien. L'Eduardo VI est un cargo mixte, dont s'enventrent les animaux et les marchandises. Et sur le pont supérieur, les passagers. 300 au total, à se serrer dans une moiteur irrespirable. Il fait très chaud. Et il faut encore attendre. Ici, pas de cabine. Chacun s'installe comme il peut. Cette corde peut se défaire très facilement. Faut que le nœud soit solide pour que le hamac ne tombe pas. La plupart des passagers ne payent qu'une fois embarqués. C'est 30 € jusqu'à Iquitos, l'équivalent de 10 jours de travail en Amazonie. Alors ils sont nombreux à essayer de resquiller.
Il y a plein de faux billets. Ce petit appareil, ça m'aide à les détecter. De la vente des billets au commandement du navire, Raphaël occupe tous les postes. Il navigue sur le fleuve depuis plus de 30 ans, il en connaît tous les pièges, et pourtant l'année dernière, il a bien failli sombrer avec tous ses passagers. Il y a un an, on a heurté un autre bateau et on a coulé. L'eau arrivait jusqu'au 2e étage. Toute la cargaison a été perdue. Avant chaque départ, le commandant Raphaël revêt son uniforme. Ça, c'est la sirène du départ. Mettez les moteurs en route, allez, on y va. Madame, rangez vos sacs là-bas. L'issue de secours doit être dégagée. Laissez-moi passer, là. Remontez les passerelles, là, allez. Les bateaux sont stationnés les uns sur les autres. Pas facile de s'en extirper. Poussez un peu, là. Ça va passer. Continuez à pousser, ça va aller. Allez-y, continuez. Continuez à pousser, sinon on ne passera pas, là. C'est bon, ça passe. Pour rejoindre Iquitos, il faut au minimum 3 jours de navigation. Et en période de sécheresse, tout se complique. Regardez tout ça, c'est du sable. Le chenal est juste là. Tout le reste, ce sont des bancs de sable très dangereux. Il faut passer bien au milieu du fleuve. Ah, je vous jure, pour pas s'échouer dans le sable, il faut avoir l'œil. À la barre, les pilotes se relayent toutes les 6 heures. Ils doivent rester concentrés 24 heures sur 24. Les yeux rivés sur le large à surveiller les bancs de sable. Car les courants les déplacent sans arrêt. Pour les éviter, les marins de l'Amazone doivent naviguer au jugé. En fin d'après-midi, une violente tempête s'abat sur l'Amazonie. Avec ce rideau de pluie, le barreur ne peut plus voir les bancs de sable. Un autre pilote doit venir à son secours. Va par là. Il faut que tu ailles toujours par là. Un peu plus à gauche. Un peu plus. Tu vois, il n'y a plus de chenal. Braque. Braque par ici. Trop tard. Le bateau n'est plus dans le chenal. Emporté par le courant, il est coincé par les sables sur chaque flanc. Impossible de virer, il fonce tout droit vers la berge. On ne passe plus. Il n'y a pas assez de fond. C'est trop étroit. Je ne pouvais plus manœuvrer, j'étais tout droit. Pour l'instant, seule la proue du navire est ensablée. Il faut la dégager au plus vite avant que le reste du bateau ne s'enlise. Normalement, ça ne devrait jamais arriver. Mais ça arrive toujours. On est bloqué ici. On va sûrement s'arrêter un peu plus haut. On est bon pour 3 heures d'attente. Et on va prendre du retard. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si le bateau s'enfonce encore, il faudra décharger toute la cargaison sur un autre bateau. Mais ça prend un temps fou. Il faut retrouver le chenal à tout prix. 2 marins partent sonder le fleuve pour trouver une sortie. Avec pour seul instrument de mesure, une perche. « 2,40 m !
Ils viennent de trouver un passage suffisamment profond. Grâce à une marche arrière, le bateau se dégage enfin. 2,40 m. Ça y est, ils viennent de trouver suffisamment d'eau. On va passer par là-bas. 2,40 m. 2,40 m. 2,70 m ici. Ça passe à 2,10 m. « 2,40 m. Pour plus de sécurité, on va sonder toute la nuit, au minimum 12 heures, et on continuera pendant tout le voyage. L'Eduardo VI est sorti d'affaire, pour l'instant. Il lui reste encore 2 jours de navigation avant d'atteindre Iquitos. Dans la cordillère des Andes, Pedro attaque la partie qui fatigue le plus son camion. Les montagnes et les cols se succèdent. Il doit constamment changer de régime. Embrayer, débrayer, la mécanique s'use jusqu'à la rupture. Sur son tableau de bord, un voyant d'alarme vient de s'allumer. C'est la température du radiateur, l'aiguille est dans le rouge. Regarde, c'est pas normal. Ça a l'air de chauffer, on n'est pas loin des 100 degrés. On a un trou dans le radiateur et une fuite. On va devoir s'arrêter souvent pour remettre de l'eau. Dans son malheur, Pedro a de la chance. Dans ces montagnes, il y a des torrents un peu partout. C'est de l'eau de source. C'est comme du liquide de refroidissement. Allez, allez, allez. Il faut qu'on continue le voyage pour arriver aujourd'hui. Maintenant, on doit faire vite. Mais quelques kilomètres plus loin, nouveau problème. Il ne peut plus monter. La surchauffe a endommagé le moteur. Pedro ne sait pas d'où ça vient. Par chance, dans les Andes, la solidarité entre chauffeurs n'est pas un mythe. Salut! Ça va bien le voyage? J'ai un problème. Mon moteur tourne bien, mais il n'arrive plus à monter les côtes. Il s'arrête tout le temps. Ça vient du gasoil. C'est ton filtre qui doit être sale. Ah bon? Du coup, le gasoil, il passe mal dans le moteur. Merci beaucoup. Allez, merci, salut. Si ce n'est que ça, la panne sera vite réparée dans le prochain village. Mais si c'est plus grave, ce sera la fin du voyage. Après ce virage, il y a un pont. Pedro va pouvoir vérifier qu'il n'a pas dépassé le poids autorisé. C'est risqué, parce qu'il y a des planches pourries. Elles peuvent nous faire tomber. Ça peut s'effondrer. Là, je suis à 19 tonnes et demie. On est à 500 kilos seulement du poids critique.
C'est limite pour passer sans risque. L'important est d'avancer sans faire vibrer les planches. Vers 22h, Pedro trouve enfin un garagiste. Dans ces montagnes reculées, pas question de laisser quelqu'un dans l'embarras. Les mécaniciens interviennent jour et nuit. Pour le camion de Pedro, c'est le moment de vérité. Voilà ce qu'il y avait dans le gasoil. Plein de saleté. Elle l'empêchait de passer. Même si je n'ai que des problèmes, qu'est-ce que je peux faire? Ça fait partie du boulot, c'est comme ça, je dois l'accepter. Il faut bien que je gagne ma vie. Je crois que ça va mieux. Un peu plus haut dans le village, une agitation inhabituelle bloque la circulation. Des milliers de personnes avancent au son des tambours et des flûtes. Tous se dirigent vers un même point, la vallée de Cuyorriti. Ils ont traversé tout le Pérou pour participer au plus grand pèlerinage d'Amérique latine. La célébration de la Vierge Marie et de Viracocha, le dieu soleil inca. Pour leur rendre hommage, 100 000 fidèles vont se lancer des défis pendant 3 jours et 3 nuits. Parmi les danseurs, il y a les Zoukoukou. Selon la légende, ils seraient mi-hommes, mi-ours. Ces combats sont là pour montrer qu'ils sont forts et résistants à la douleur. Mais le plus drôle, c'est que leur voix n'a rien de viril, elle est même fluette. La tradition veut qu'ils la trafiquent pour éviter qu'on les reconnaisse. Mais tous ne viennent pas ici pour danser. La plupart des pèlerins gravissent la montagne pendant des heures, sans broncher, pour atteindre ce petit sanctuaire. Mais peu de pèlerins pourront y entrer et implorer ainsi les dieux de Cuyorriti. Les gens se rendent au sanctuaire du Seigneur de Cuyorriti parce qu'il fait des miracles. Et les gens y croient parce que ça peut leur donner la santé, un bon travail et beaucoup d'autres choses. Pour tous ceux qui ne pourront pas entrer, il reste toujours le marché aux miracles. Qui veut des maisons, des voitures, des terrains? En fait, cette femme ne vend que du rêve. Les maisons sont symbolisées par ces rectangles de pierre, les voitures par des jouets. En les achetant, il y a une chance de voir son vœu se réaliser dans l'année. Voilà les faux papiers pour l'achat d'une voiture. Le reçu, le certificat de vente, le permis de conduire et la vignette. Avec ces 4 documents, vous pouvez avoir une voiture, mais il faut payer en dollars. En faux dollars américains, plus exactement. Et ces dollars, il faut les acheter dans cette fausse banque. Pour 30 centimes d'euros, tu auras 30 000 $. À ce tarif-là, une maison fictive coûtera environ 4 €, 2 fois le salaire quotidien d'un Indien. Un notaire, vite, un notaire! Ce couple d'Indiens vient d'acheter une maison. Et ce faux notaire est chargé d'enregistrer l'achat officiel. C'est au nom de qui? Georges Amayara.
On est en train d'acheter un terrain. Et c'est pour de vrai? Ces papiers, c'est un jeu en fait. Il n'y a pas que des couples. Il y a aussi des étudiants qui achètent leur diplôme d'admission. Et tu vas quand même étudier? Oui. Pour être admis, il doit d'abord soumettre son vœu au Seigneur. Il achète son admission pour qu'un jour son vœu puisse se réaliser. Bien sûr que les vœux se réalisent, si vous avez vraiment la foi. Le dernier jour du pèlerinage est le plus important. Seuls quelques privilégiés ont le droit de porter les croix. Après des heures d'ascension, ils vont les planter au pied du glacier, à 5600 mètres d'altitude, au plus près du ciel. Que leur Dieu soit chrétien ou inca, les fidèles de Kuyuriti espèrent que leurs prières seront entendues. Pour Pedro, le transporteur de ciment, décidément c'est la loi des séries. Il n'y a que 350 km à faire, mais cela fait déjà 2 jours qu'il est sur la route. Son voyage est interminable. Pour éviter que la saison des pluies ne transforme cette nationale en bourbier, les cantonniers la tapissent de pierre. Une absurdité selon Pedro. Mais pourquoi ils mettent des pierres? Il ferait mieux de les enlever. Parce qu'avec le poids du camion, elles coupent les pneus comme des lames de rasoir. C'est ce qui va arriver à Pedro. C'est encore des pierres. Vous voyez, la pierre se loge entre les deux roues. Avec la pression, elle crève le pneu. En général, le chauffeur ne s'en rend même pas compte. Et changer un pneu dans ces conditions peut être très dangereux. Si ce bord de la jante est mal mis, il peut vous sauter au visage. Mais si je mets ces barres de fer, ça protège. Beaucoup de chauffeurs et de mécaniciens sont morts à cause de ça. Le thorax ou le cou brisé. Pedro n'a plus que 60 km à parcourir, les plus redoutables. Quelle heure est-il? Il est 2h38. 2h38. On pourra arriver vers 20h ou 21h. Enfin, si on ne s'arrête plus. C'est pas vraiment prudent de rouler ici la nuit. Dans ces coins très perdus, il y a des attaques de bandits. Ils vous barrent la route avec des pierres, et puis ils vous dépouillent. Cette région était encore il y a peu de temps le fief du Sentier lumineux. Des combattants maoïstes qui pendant près de 20 ans ont fait la guerre au gouvernement péruvien pour installer un régime communiste. À la fin de la guérilla, tous ne sont pas rentrés chez eux. Certains sont devenus des bandits de grand chemin. Ici même, il y a quelques jours, les guerrilleros ont dépouillé un camionneur. Il est minuit. Pedro arrive enfin à destination. Mais une fois dans le village, il est perdu. Au Pérou, les panneaux indicateurs sont plutôt rares.
La paroisse, ça doit être par là. Je ne sais pas où aller. Je vais rester dormir ici. Demain, je trouverai bien mon chemin. Pedro aura mis 3 jours pour faire 350 km. Un périple épuisant, payé moins de 5 €. Deuxième jour de navigation pour l'Eduardo VI. Au coup de sonnette, 300 personnes se précipitent vers le restaurant. Au menu, du riz, de la viande et de la banane. Et comme il n'y a qu'un seul point de distribution, la queue peut durer des heures. C'est pas fameux, mais on n'a pas le choix. Sinon, on mange quoi, hein? Il y a tellement de monde que les derniers resteront sur leur faim. L'Eduardo VI, c'est un peu l'omnibus du fleuve. Il s'arrête dans tous les villages. Une chance pour ses habitants oubliés du monde. Ils vont pouvoir gagner un peu d'argent en faisant commerce avec les passagers. Ces gens vivent loin de tout, à l'écart des villes et du commerce. Ils ne connaissent que leurs collines. Ils ont une vie difficile. Alors ils vivent de la chasse, de la pêche, et ils mangent des régimes de bananes. Les dizaines de vendeuses se bousculent avec les spécialités du coin, comme ces brochettes de larves grillées. Mais leur but est de vendre aussi des choses bien plus chères. 3 € le petit perroquet. 3 €. C'est interdit d'en acheter. Les gens achètent ces animaux et les amènent à Iquitos. Mais la police les confisque. Alors, pour être tranquille, ils les droguent et ils les cachent dans leur bagage. Ils les passent comme ça. Les singes, les perruches et autres perroquets sont destinés à être domestiqués. Sauf un, le coati. C'est un bébé, il est tout petit, il est tout mignon. En Amazonie, le coati est recherché pour une raison très spéciale. De leur pénis, on extrait un petit os. On en met plusieurs dans une bouteille et on mélange avec de l'eau de vie. On obtient de la chnioule. Les vieux en prennent un verre chaque jour et ça leur fait un sacré effet. Mieux que le Viagra. Des remèdes ancestraux pour se revigorer, mais aussi pour se soigner. Le long du fleuve, les médecins sont rares. Alors les Indiens de l'Amazone ont recours à des guérisseurs. Des chamans qui invoquent les esprits pour éloigner le mal. Comme sur ce jeune garçon atteint de paludisme. Le médecin n'a pas pu le guérir. Alors, on me l'a amené. À mon avis, il va falloir 2-3 séances pour le rétablir. Mon père soignait comme ça et mes ancêtres aussi. Ce pouvoir, les chamans le tirent d'une plante de la forêt. Je vous présente l'ayahuasca, une liane qui a un pouvoir mystérieux.
Elle est connue depuis la nuit des temps, parce qu'avant, il n'y avait pas de docteur. C'est le seul ingrédient qu'il a bien voulu révéler. Le reste doit rester secret. D'autant qu'une erreur de dosage peut être fatale. Si vous mettez une dose trop forte, vous risquez de devenir fou. Ça fait comme un court-circuit. Beaucoup en sont morts. Mais nous, les guérisseurs, nous connaissons les doses à respecter. Les chamans sont bien plus que des guérisseurs. Grâce à la liane mystique, ils auraient d'autres pouvoirs. Cet homme vient demander au guérisseur le retour de sa femme qu'il a quittée. Cette jeune indienne, elle, aimerait tomber enceinte. Elle n'y arrive pas. Quant à la troisième, elle a des maux d'estomac très douloureux. Avant de commencer la cérémonie, chacun doit avaler un bol de la décoction magique. El pan nuestro cada día danos de hoy, perdona nuestras deudas, así que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Le premier effet de la potion est de faire vomir. Puis, le patient sombre dans un état hypnotique. Cette liane est tellement forte qu'elle donne des visions. On entre en communication avec des jaguars, des tigres, des anacondas. Tous ces animaux vont se réunir pour extirper le mal de la personne. L'animal s'en saisit et les emporte. Le mal, c'est comme une fumée noire chargée d'ondes négatives. Pour cet homme, par exemple, la plante agit comme un aimant. Il attire la femme, et ainsi le couple va être à nouveau réuni. C'est ça, le pouvoir de la liane. Que Dieu te bénisse. L'Eduardo VI entame son dernier jour de navigation. Un passage difficile. C'est ici que l'Amazone reçoit 2 nouveaux affluents. À partir de là, il devient le plus grand fleuve du monde. Regardez par là. Vous voyez dans ces tourbillons la puissance du fleuve? Quand le bateau est trop chargé, les turbulences du courant peuvent l'aspirer et le couler. C'est pour ça qu'on doit faire attention à notre navigation. En fin de journée, Iquitos est en vue. Fin du voyage. Va au quai 19. Attention, faites attention à la passerelle. Chaque semaine, Iquitos est desservi par une dizaine de bateaux comme l'Edouard VI. Pour la ville sans voiture, le fleuve Amazone est le seul lien avec le reste du monde, malgré tous les dangers.